mes amis et bienvenue dans cette nouvelle interview. Vous allez découvrir qui c'est, mais pourquoi est-ce que j'ai eu envie de faire toutes ces interviews? Simplement parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont un projet au fond de leur cœur, un grand rêve entrepreneurial qui n'osent pas toujours réaliser. Et donc, j'ai eu envie de partager avec mes amis, avec des entrepreneurs que je connais, quelles ont été leurs difficultés, quels ont été leurs succès, leurs échecs, pour pouvoir te montrer que ce sont juste des êtres humains comme toi qui est derrière cette caméra. J'accompagne les porteurs de projets et les futurs entrepreneurs à clarifier justement ce projet de leur rêve, à le structurer et surtout le mettre en action pour pouvoir avoir une vie et professionnelle et privée épanouie. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un homme qui, à 23 ans, à 26 ans, était déjà directeur marketing. À 33 ans, devenait directeur général de sociétés telles que Toshiba, Microsoft ou encore Canal+. Il est le créateur de la Journée de l'Audace. Il est le cofondateur de la légendaire Neuro Business School. Il est aussi l'auteur de ce livre, Les gentils aussi méritent de réussir. C'est un expert en stratégie commerciale humaine, en intelligence rationnelle et il est la référence en stratégie de vente éthique dans le monde francophone. Je vous prie de recevoir avec nous Yannick Alain. Hello, hello ma France, est-ce que tu m'entends? Yes, je t'entends. Alors, Je suis attention. honoré et très heureux d'être avec toi. Merci. Et avec ta communauté, bien sûr. Yeah. Je les soupçonne d'être intelligents s'ils te suivent, c'est sûr. Donc, je suis très heureux d'être avec vous. Ah, c'est gentil. Comment vas-tu? Que tu fais super bien quand je suis avec toi, que je passe du moment, j'ai l'impression avec toi que le temps s'arrête. Donc, je me sens bien et voilà. On discutait encore avant et voilà, je voudrais que ça dure toujours, France. Voilà. On ne se voit pas assez. On ne se voit pas assez. Ça, c'est clair. On va dire que c'est la distance. C'est ça. Comme pour chaque intervenant, j'ai pêché une carte avec comme intention que tu puisses partager une partie de ta vie, des valeurs, une vulnérabilité ou quoi que ce soit au travers d'une carte. Alors cette carte, je l'approche. Je ne sais pas si tu la vois bien. Ouais, je la vois. Si, je la vois. Donc, il y a un robot sur la gauche qui tient quelque chose. Oui. C'est ce que je vois. Attends, il tient quoi? Il tient quoi ce robot? Attends, hop, j'essaie de me rapprocher. Il tient une sorte de micro. Donc intéressant. Ensuite, il y a un monsieur un peu méfiant sur le côté à qui on tend un ticket. Ok, un rideau. Il y a un petit cœur sur le ticket aussi. Ah, sur le ticket, il y a un petit cœur. Oui, C'est un oui. petit cœur. Oui. Ah, intéressant. Super, super intéressant. Écoute, j'adore. Écoute, alors, qu'est-ce que tu voulais que je fasse avec cette carte? Ben, dis-moi un petit peu, ça représenterait quoi pour toi, attends, parce que j'essaie de faire la mise au point, dans ta vie, qu'est-ce que ça Ben, il y a pourrait raconter au travers d'une histoire Alors en dans ta termes vie? de, voilà, on va dire qu'en termes de symbolique sur les éléments qu'il y a dessus, le robot me parle parce que bah, je suis un petit peu geek, comme tu le sais sûrement. Donc tout ce qui est robotique et tout ça, ça me plaît. Et c'est vrai que tu vois derrière moi, tu vois, j'ai des petits jouets et c'est quelque chose, ça me renvoie en tout cas à mon enfance. J'ai toujours rêvé d'avoir un robot, j'ai toujours rêvé de piloter un robot. Tu sais, à l'époque, je regardais des dessins animés où il y avait des humains qui pilotaient des robots immenses et c'est quelque chose qui me faisait rêver complètement quand j'étais petit. Donc il y a une notion geekerie qui me plaît énormément dedans. Si je prends le micro, j'ai toujours été quelqu'un qui était très proche de la scène. Ma mère était chanteuse professionnelle. Tu la connais, je sais. Donc voilà, et il y a quelque chose qui était en tout cas voilà du domaine de la scène et du spectacle, quelque chose qui me touche particulièrement parce que je pense que on en parlera peut-être, mais je pense qu'un entrepreneur est aussi un artiste. Un entrepreneur doit aussi révéler en fait l'artiste qui est en lui pour exceller et faire ce qui lui plaît. C'est juste de trouver son moyen d'expression et c'est là-dessus que la problématique est davantage plus que la notion de est-ce que je suis un artiste ou pas un artiste, ou s'il y avait un choix à faire là-dedans, parce que je pense qu'on l'est tous dans une certaine mesure. On se l'autorise probablement pas et on n'a pas forcément, des fois on se laisse avoir par ce qu'on aimerait être, ou qui on aimerait être plutôt que qui on est vraiment, et nos talents réels. Après, si je prends, ben voilà, le monsieur sur la droite, il y a un petit côté, on va dire, méfiant. Oui, sur la droite ou sur la gauche pour toi, mais en tout Oui, cas, mais j'essaye juste de
Voilà. Je dirais que voilà, ce monsieur, il y a un petit côté, comment dire, un peu méfiant, un peu je suis derrière. En fait, je prépare un mauvais coup, ce qui est assez rigolo. Et je me suis toujours dit que qu'il n'y avait pas de mauvaises personnes, il y avait que des gens à la mauvaise place ou que des gens qui souffraient. Et que donc du coup, ça m'interrogerait, j'aimerais voilà m'interroger sur ses intentions, ses motivations à ce monsieur-là. On lui tend en plus un cœur dans la carte, puisque c'est ce que tu me disais. Donc je trouve ça intéressant en termes de symbolique, de dire je te tends un cœur. En fait, même si tu as l'air méfiant et tout ça, je te tends un cœur, donc ce sera sympa. Et après, d'un point de vue expression, on va dire, je trouve que la carte est assez triste, ce qui ne me correspond pas du tout. J'aime ce côté joyeux, j'aime le pétillant, j'aime la joie, et à la fois, j'ai appris et j'apprends encore depuis quelque temps à apprendre à accueillir ma tristesse aussi, à accueillir la part un petit peu plus mélancolique que je peux avoir, même si c'est pas agréable. Et on en parlera peut-être, mais je crois que cette notion d'émotionnel, en tout cas, c'est important d'apprendre en fait à accueillir les choses correctement. Et moi, j'ai longtemps fui les émotions désagréables. J'ai longtemps beaucoup fui et je pense que j'ai toujours un pattern de fuite par rapport à ça. Je vis une situation personnelle un petit peu complexe en ce moment. Je suis en train de me séparer, donc c'est un peu dur. Et du coup, c'est dur même. Après, c'est un peu dur. C'est vraiment dur pour moi. Et du coup, j'essaie d'accueillir ça pour ne pas le refouler et me le retrouver ailleurs. Voilà. Et c'est quelque chose qui est intense pour moi. Donc, c'est comme si l'ambiance de la carte vient me chercher. Et à la fois, je me dis, il faut aussi apprendre à y aller aussi, même si par moments c'est un peu désagréable. Voilà ce que ça m'a inspiré. Ben merci, merci pour cette authenticité. Parce que c'est vrai que quand j'ai poché cette carte-là, je me suis dit, oh, mais c'est tellement pas lui. Et puis, je me suis dit, je vais pêcher une autre. Et puis, je sais tellement qu'à chaque fois que je pêche la carte, c'est la carte qui doit sortir. Bah oui, c'est ça. Que je me suis dit, tant pis, je la lance comme ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est intéressant que de pouvoir partager aussi ce côté, le côté qu'on voit de toi, qui est le côté pétillant, qui est le côté joyeux, qui est le côté Oui. gentillesse. C'est C'est un celui petit que je peu veux ton... montrer, c'est celui que je Voilà. veux montrer le plus, mais au fond, j'ai aussi un côté où je peux être triste, je peux être maussade, je peux être moins joyeux, je peux être plus sérieux, beaucoup plus peut-être rigide aussi par moment. Donc, tu sais, on a tous, tu sais, je pense qu'on est tous des diamants. En fait, on a plein de facettes de nous-mêmes et on essaie souvent de montrer les plus belles facettes de nous-mêmes, mais il existe aussi des facettes peut-être un petit peu moins reluisantes. Et plus on va à leur rencontre et plus on les regarde en face. Et plus ça nous met au clair sur nos zones d'ombre, comme on dit. En fait, il y a le côté lumineux qu'on veut montrer, mais il y a toujours un côté d'ombre aussi que l'on a. Et plus on le regarde en face, plus on est au clair avec cette partie d'ombre, plus on l'accepte, je dirais pas qu'on l'embrasse, mais en tout cas, plus on joue avec elle, et plus on la maîtrise davantage. En tout cas, on la dompte davantage, je trouve. Ça permet aussi d'avoir une forme de complétude comme ça en soi. Oui. De ne pas être toujours dans l'illusion du tout va bien. Oui. Et aussi être dans une humilité aussi des choses. Mhm. Parce qu'on est tous amenés à un moment donné à être tristes à des moments de notre vie. Évidemment, même si moi je préfère les émotions agréables. Hein. Je préfère la joie, je préfère voilà le rire, les sourires, la bienveillance, l'amour. Je préfère tout ça, évidemment. Et je préfère quand ça pétille, quand ça bouge et quand ça explose positivement. Mais bon, c'est pas toujours comme ça dans la vie. Voilà. Tout à fait. Je te remercie de le rappeler aussi et de pouvoir du coup partager ça à des personnes qui te voient souvent dans le côté très justement optimiste, joyeux, on avance, parce que même quand on fait nos lives et ainsi de suite, tous, hein, nos Oui, enregistrements bien ou quoi sûr. que ce soit, on se met en énergie, on se met dans un état qui fait qu'on passe super bien à l'écran et puis parfois à ce moment-là, on ne vit pas non plus des choses super faciles. C'est ça, et moi je sais que je le suis, et c'est ce que je veux montrer aux gens, parce que je pense que on a souvent, je pense qu'on a un travail de motivateur, de motivation, et pendant un temps, enfin en tout cas dans le développement personnel, j'ai envie de dire de haut niveau, dans lequel toi tu fais partie, tu te formes auprès des meilleurs et tout ça. On te dit souvent que la motivation, on le passe un petit peu au rebut en disant non, c'est pas, il faut pas motiver les gens, ils doivent trouver à l'intérieur d'eux la motivation, le machin. Et je crois pas en ça en fait. Je crois qu'on est aussi fait pour motiver les gens et que c'est un outil parmi d'autres, la motivation. Maintenant qu'il faille aussi trouver les solutions pour s'auto-motiver, pour s'auto-remonter le moral, je le comprends tout à fait et c'est ok. Mais il y a rien
de négatif à motiver les gens, en fait. Et je crois que c'est ce que l'on fait aussi. Et une manière pour moi de motiver les gens, c'est aussi de leur démontrer et de leur montrer que briller, c'est important. Mais si nous, en étant exposés, on brille dans une intention d'éblouir plutôt qu'éclairer, ben on se trompe d'intention là-dedans. Et donc voilà, je trouve que c'est juste en fait de dire d'être authentique, d'être vrai, quitte à ce que certaines personnes trouvent que voilà, c'est peut-être moins inspirant, c'est pas grave. Je trouve que c'est plus juste. Voilà, Ils iront voir d'autres personnes, c'est tout simple. Voilà, exactement. Moi, je suis d'accord avec ce que tu partages là. C'est important qu'on puisse montrer toutes ces facettes de nous aussi et que les gens nous apprécient avec toutes ces facettes-là. Autrement, il y a d'autres personnes qui font que briller et comme tu dis, pour moi, briller, c'est pouvoir éclairer le chemin. Donc voilà. Et on est tous nés pour briller, je le pense profondément. Je pense qu'on est tous nés pour briller, on a tous en fait une part de lumière en nous qui nous est propre. C'est-à-dire que toi, tu as ta lumière, tu as ta manière de briller, tu as ta manière d'entreprendre, tu as ta manière de vendre, tu as ta manière de communiquer avec les gens. Comme moi, j'ai ma manière de vendre, ma manière de communiquer, voilà. Et souvent, en fait, mais on est tous faits pour briller. Mais si par contre, moi, je suis peut-être un petit peu plus, quelques années en arrière, un peu plus dans l'ombre que je te voyais aujourd'hui, je vais me dire, oh, elle est incroyable, elle est belle, elle est lumineuse, elle est joyeuse, elle a tout ça, j'aimerais être comme elle. Si j'essaye de briller comme toi tu brilles, je vais pas briller. Je vais pas y arriver, en fait. Par contre, si je brille à ma manière, là, ça marche, en fait. Et on a tous cette capacité à briller. Tu sais, tu connais le texte de Marianne Williamson, notre peur la plus profonde? Qui est justement de briller. Je ne me souviens plus du texte exact, mais vas-y si tu l'as. Ouais, je peux te le passer parce que je l'ai. Je l'ai à disposition. Bouge pas, je te le passe. C'est parti. Ah oui, c'est bon. Tu me dis si tu n'entends pas le son, tu m'arrêtes évidemment. Hein. C'est parti. Et ouais, alors c'est un extrait du film qui s'appelle Coach Carter, et donc il reprend le texte. Et je l'invite vraiment en fait à être attentif justement aux paroles qu'il dit. Il n'y a pas que la notion de briller. Il y a plein de notions dedans, on pourra y revenir et c'est peut-être une base de discussion aussi, mais soyez vraiment très attentifs aux paroles parce que j'y crois profondément dans ce texte. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde, et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est, en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence suffit alors à libérer les autres. Je trouve tellement beau ce texte. Ah, en plus, c'est super émouvant, même. Tout est fait pour que ça le soit, mais je trouve ça me prend, moi. Ouais, ils sont bons, les Américains. Ah ouais, ils sont bons. Mais c'est vrai que pour moi, ça me touche, c'est que c'est vrai que souvent, on pense, et à raison, qu'on a quelque chose de brillant, de lumineux en nous, et qu'on est capable de briller plus, mais on se dit à chaque fois, mais pourquoi plus que les autres? Pourquoi moi plutôt qu'un autre? Pourquoi pourquoi moi? Et en réalité, on a tous cette capacité-là. Et je trouve dommage en fait qu'on se l'interdise parce qu'on estime qu'on a le syndrome parce qu'on a le syndrome de l'imposteur et qu'on estime qu'on mérite pas plus que notre de l'avoir, parce qu'on ne veut pas faire de l'ombre aux gens qui nous entourent. Et c'est toujours pareil, on crée une homéostasie, un équilibre autour de nous, et voilà, que chacun est réglé comme ça. Et puis on se rend compte que si on essaie nous de sortir du lot, les autres, on se dit qu'est-ce que les autres vont dire? Pour qui tu te prends pour un autre, et je trouve que c'est dommage en fait de ne pas s'autoriser finalement à bouger les lignes et à dire, parce que moi au début quand je me suis lancé, j'ai eu cette résistance de mon entourage, même pas mon entourage direct, mais en tout cas de certaines personnes, et qui m'ont dit ouais mais pour qui tu te prends, des anciens commerciaux qui me chambraient, qui me disaient mais attends Mister Motivation, alors tu sais, genre c'était vraiment très dédaigneux en fait la manière de voir comment j'évoluais. Puis moi j'avais beaucoup moins de certitude qu'aujourd'hui. Aujourd'hui j'en ris et je me dis j'ai eu bien raison, mais à l'époque j'avais beaucoup moins de certitude, et ça c'est quelque chose d'important aussi, d'avoir de la certitude, et ce qui est le plus dur
c'est vous qui le vivez quand tu cherches à te lancer. Tu te dis, ouais, j'ai une idée, je veux me lancer, mais j'ai peur. Et j'ai eu ces peurs-là aussi au début, à me dire, est-ce que je ne vais pas passer pour un con vis-à-vis des gens? Et c'est ce qui s'est passé. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu as passé le cap de ça et quand j'ai fait des essais-erreurs, je me suis cassé la gueule, j'ai itéré, on va dire, pour arriver à trouver mon modèle. Et quand j'ai réussi à trouver le modèle, aujourd'hui, quand ils me voient, des années après, ils me demandent des conseils, ils me disent, putain, moi je me suis perdu, t'avais raison. Et puis des fois même, eux se rappellent même plus qu'ils m'ont dit ça. Et ils me disent des fois, j'ai toujours cru en toi. Alors que je dis, mais tu te rends pas compte des phrases que tu as pu me dire à l'époque et où c'était hyper dur en fait. Et donc, je m'abstiens aujourd'hui parce que j'ai pas besoin de ça et j'ai pas besoin de me venger de quoi que ce soit, parce que ça a contribué aussi à à mon adversité, à ma réponse à l'adversité, tout ça. Donc, et puis je pense que c'est important aussi, cette notion de réponse à l'adversité, surtout quand on démarre, quand on se lance. Et du coup, aujourd'hui, je les aide aussi. Évidemment, quand ils viennent me voir, je me dis, t'as un ami, je vais t'aider, ou t'es quelqu'un que j'ai croisé dans la vie, je vais t'aider aussi. Mais c'est drôle de voir à quel point se permettre de briller pleinement, ça occasionne de la résistance au début, et par la suite, ça libère les gens. T'as plein d'histoires comme ça, tu sais, t'as l'histoire du panier de crabe et puis l'histoire de l'allégorie de la caverne qui l'explique très bien. Tu connais l'expression, le panier de crabe? Tu dis des fois, ouais, cette entreprise c'est un panier de crabe. J'ai jamais entendu ça. Oui, parce que tu es belge, ça doit être ça. Ça doit être ça. En France, on le dit en fait, et c'est une expression qui est un peu dédaigneuse en fait pour dire en fait c'est un milieu un peu pourri, tu vois, un peu voilà. Et en fait cette expression, quand tu étudies en fait le crabe, j'ai pas vraiment étudié le crabe, mais j'avais entendu cette histoire-là qui m'avait beaucoup choqué. C'est que le crabe en fait est un animal qui dans la mer est assez difficile à attraper pour un pêcheur. Faut qu'il ait des grands filets et il y a une méthode pour attraper un crabe qui est très simple. Alors le crabe était difficile à attraper même à main nue parce que tu peux te faire pincer, parce qu'il est très agile dans l'eau, c'est complexe. Et donc du coup on met un panier dans l'eau avec un petit peu de nourriture à l'intérieur et on met en fait un panier qui a une trappe qui ne s'ouvre que dans un sens, ce qui fait que quand tu es dans le panier tu ne peux plus ressortir. Et en fait, tu as un crabe qui voit qu'il y a de la nourriture, il vient, hop, il va dans le panier. Puis il y a un deuxième crabe qui boit de la nourriture et un autre crabe dedans, il va dans le panier. Du coup, il y a 2 crabes dans le panier. Puis après, il y a un troisième qui arrive, il y a de la nourriture, ils sont bien, là 3. Puis au bout d'un moment, il n'y a plus de nourriture dans le panier, il y a 4-5 crabes dans le panier, et quand il y a un autre crabe qui passe à côté, il dit putain, ça a l'air bien. Comment c'est qu'il y a du monde là? C'est vachement sympa. Et du coup, le panier se remplit alors qu'il n'y a plus de nourriture. Mais juste parce qu'il y a d'autres crabes à l'intérieur, du coup, le panier se remplit très facilement alors qu'il n'y a plus rien dedans. Et ce qui est hallucinant quand on étudie en fait ça et qui est très proche de l'homme, c'est qu'évidemment on suit souvent la masse, on suit le groupe, on suit tout ça, donc c'est ok, jusque-là pas de problème. Mais ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que quand un crabe essaie de sortir, qui se sent pas bien du panier, dans le panier, les autres crabes le retiennent. Et alors des fois c'est eux qui ont peur de sortir, et les autres crabes le retiennent, et à tel point même qu'ils peuvent aller jusqu'à le tuer s'ils veulent sortir. Et évidemment que plus vous allez vouloir briller, et plus de toute manière, vous allez avoir des gens qui vont vous retenir. Vous allez avoir des gens qui vont tâcher de vous retenir. Alors pas par malveillance, certains peut-être, par jalousie et malveillance, mais la plupart du temps par amour. Parce qu'ils ont peur pour vous. Parce qu'ils se disent où tu vas France, où tu vas voilà la personne qui nous écoute, son prénom. Où est-ce que tu vas? Ça me fait peur parce que là où tu vas, moi j'ai jamais osé y aller et cet inconnu là, moi il me fait peur pour toi donc je te retiens. Et je vais user de tous les stratagèmes inconscients, conscients ou inconscients, pour te retenir de ça. Et c'est quelque chose, ou parce que tu t'éloignes de moi. Parce que regarde, si toi tu t'élèves, moi je reste en bas, ça me renvoie peut-être à ma médiocrité, ou en tout cas à la médiocrité que je perçois de moi. Et c'est quelque chose qui est très difficile. Et c'est difficile à comprendre pour cette personne-là de se dire que quand toi tu vas prendre le temps de t'élever, au moment où tu te seras élevé, toi, tu vas pouvoir l'aider à faire grandir les autres et l'inspirer à grandir aussi parce que tu vas développer chez elle plus de certitude. Tu vas développer chez elle plus ce sentiment du « c'est possible en fait ». Elle y est arrivée, je la connais depuis le début. Chaque fois, quand on voit quelqu'un qui a réussi, on se dit toujours « ouais, mais lui, il a réussi, mais il y a un truc ». Il y a un truc parce qu'il a réussi. Il y a un machin, il y a une histoire. Il y a eu une lampe d'Aladin dans sa vie, c'est pas possible. Il y a eu une chance, probablement. On a chacun nos chances, nos atouts et nos chaînes aussi. C'est apprendre chacun à composer avec quels sont nos atouts, quelles sont nos chaînes, quels sont tout ça, mais on peut tous y arriver, on peut tous briller profondément. Et j'ai trouvé que c'était important en fait de faire ce parallèle-là parce que briller, c'est à la portée de tous. Et
et c'est juste se donner l'autorisation de briller avec sa propre lumière. Si tu essaies d'emprunter la lumière de France, tu n'y arriveras pas. Si tu essaies d'emprunter ma lumière à moi, tu n'y arriveras pas. On a tous notre propre lumière pour y arriver. Et en réalité, c'est ça qui est le plus dur. Je suis très étonné à chaque fois de voir qu'il y a énormément de personnes qui font des études de commerce. Et ces études de commerce-là, ceux qui font des très hautes études de commerce, très haut niveau, il y en a très peu qui entreprennent. Pourquoi? Parce qu'ils savent énormément de choses. Ils voient des entrepreneurs qui leur disent « Oh, c'est difficile. Oh, il y a que 3% qui réussissent. Oh, il y a que 2... » Et du coup, ça les amène dans le truc de dire « Mais attends, moi, j'y vais pas. Moi, je préfère me faire embaucher dans une boîte qui assure. » Et voilà. Alors que pourtant, je crois profondément que le salariat, que ce soit en Belgique, en Amérique, en France ou ailleurs, est un modèle qui est voué à muter et pas muter pour aller dans le bon sens. Donc, il va falloir à un moment donné que l'on prenne tous conscience, je le crois profondément, qu'il va falloir qu'on devienne des entrepreneurs. Il y en a qui l'apprendront à la dure, en se faisant virer de leur boîte, peut-être en étant dans une boîte qui leur convient pas, en supportant de travailler pour un patron qui ne les valorise pas, qui les maintient dans un poste qui leur va pas. Il y en a qui vont se contenter de ça et qui vont aller là-dedans, qui vont l'apprendre à la dure. Il y a ceux qui le comprendront avant et qui, soit feront le choix d'être restés employés parce qu'ils auront la certitude qu'ils pourront être entrepreneurs demain et du coup ça leur donnera beaucoup plus d'aplomb pour négocier avec leur patron parce que leur patron verra dans leur regard que ça n'est pas tout leur univers et qu'ils sont capables de trouver autre chose. Souvent c'est cette certitude-là. Soit ils se rendront compte que ben voilà, je peux me lancer en tant qu'entrepreneur, mais quoi qu'il arrive, je peux me retrouver aussi un job d'employé si je veux et je suis sécurisé. Et c'est toujours pareil, c'est quand on croit qu'on a tout à perdre un poste, qu'on est paralysé en fait. On se paralyse tout seul en fait. En se disant plus de pertes que de gains en fait. Mais c'est ça. Et de se dire, mon Dieu, mais comment? Et en fait, on ne fait pas suffisamment confiance à notre nous du futur non plus. Tu sais, on voudrait tout anticiper. C'est le propre de l'humain et je ne jette la pierre à personne, de leçon à donner à personne là-dessus. Moi aussi. Sauf que j'ai passé des étapes qui m'ont démontré que c'était pas la bonne manière. Et du coup, j'ai plus de certitude par rapport à ça. Mais on veut tous des certitudes, on va être rassuré par rapport au chemin. Est-ce que c'est sûr que ça va marcher? Mais non, c'est pas sûr. Ça ne le sera jamais, en fait. Par contre, si toi, tu te mets dans la disposition de te dire, tiens, on va jouer une balle, on va jouer comme une pièce au flipper, et on va tenter de jouer une balle au flipper, et peut-être qu'on va la perdre à un moment donné, ou on va peut-être faire un super score, mais comment est-ce que je peux me permettre d'avoir plein de balles, et de me dire que si je perds la balle, je ne perds pas tout. Si demain, tu prends une planche, que je te la pose au sol, là, la planche fait, allez, 5 mètres, elle fait 30 cm de longueur. Je te la pose sur le sol de ma terrasse et je te dis, France, traverse-la. Tu vas la traverser sans aucun problème. Si par contre je prends la même planche et que je te la mets à cheval entre deux immeubles de 100 mètres de fond et qu'autour de la planche, en fait, tu as l'impression qu'il y a 100 mètres, quand tu vas traverser, tu vas pas avoir la même confiance parce que l'enjeu sera beaucoup plus fort. Et je crois qu'à un moment donné, c'est comment est-ce que, plutôt que de positionner ma planche ou dans ma tête, me positionner ma planche entre deux immeubles qui font 30 cm, tu vois, qui font 100 mètres de profondeur, je me dis, ben, je vais mettre la planche à un niveau auquel, peut-être il y a 2 mètres, je sais que si je tombe de la planche, c'est pas très grave. Et c'est comme ça que petit à petit, je peux la mettre plus haut et y arriver davantage. C'est le principe de morceler les étapes aussi, de faire des steps, à chaque fois, légèrement inconfortables, mais suffisamment confortables pour les faire, en fait. Mais complètement. Parce que très souvent, les gens confondent l'objectif et la vision. Tout à fait. Et c'est fou parce que la vision, c'est quelque chose de grand, d'immense, qui te fait rêver, qui te transporte. Et donc, du coup, si tu te mets la pression pour obtenir ta vision, enfin, je veux dire, c'est hyper vertigineux. En fait, c'est pas évident. C'est flippant à mort, même. C'est flippant à mort. Voilà. Donc, si par contre, tu morcelles ça en te disant, tiens, ma première étape pour aller là, qui me semble cool, c'est cette étape-là, c'est plus simple. Tu vois, c'est plus simple. Mais le contraire est vrai aussi. Hein, c'est-à-dire que des fois, tu as des gens qui communiquent leur vision en donnant un objectif, en fait. Ce qui est nul. Parce que la vision, faut que ça inspire. Faut que ça donne envie aux gens de rejoindre une cause, de rejoindre quelque chose de puissant, de plus grand qu'eux, de plus grand que l'entreprise, de plus grand que soi. Et quand ils savent qu'ils font cette démarche-là, leur pourquoi est beaucoup plus fort. Et du coup, ça les inspire davantage. Et les leaders qui se trompent aussi en énonçant des objectifs au lieu d'énoncer des visions, ben, se trompent aussi. Parce que l'objectif, c'est d'inspirer les gens à nous rejoindre dans notre organisation, dans notre leadership. C'est du leadership, quoi.
Et du coup, je voulais t'as parlé de plein de choses super intéressantes, mais je voulais te demander, toi, parce que toi, dans ton parcours, tu as quand même eu un parcours de commercial aussi, donc les études Oui. de commerce, tu connais très bien. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu es passé d'abord de directeur commercial, directeur général, à je me lance. Ben, Prends pas de parachute et je me lance. Ce qui est fou, c'est que moi, et j'espère que vous serez pas pareil que moi, en fait, j'ai beaucoup marché au baf. C'est-à-dire que moi, j'ai pris des grosses claques dans ma vie, et c'est les grosses claques qui m'ont fait bouger. Et sachez que on n'est pas obligé de vivre ce que j'ai vécu, moi, en termes de claques, pour avancer dans la vie. Mais c'est souvent, j'ai trop souvent avancé comme ça, parce que j'avais trop peur de me lancer. Il a fallu que la vie me mette des retournées de volée pour que je dise ça. Ben, par exemple, l'exemple au début de ma carrière, je n'estimais même pas que je valais 1000 € par mois. Ah oui. Ça me paraissait énorme. Je me disais, mais qui va me faire confiance et me donner 1000 € par mois à moi? Tu vois, j'imaginais, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu une estime de moi qui n'était pas terrible. Une relativement, à peu près, en tout cas, meilleure confiance en moi, mais c'était pas parfait. Mais mon estime, très différent. D'ailleurs, sache que j'ai compris, il n'y a pas très longtemps, la différence entre les deux. Hein. Entre la confiance et l'estime, je sais pas, on en parlera peut-être si tu veux, mais c'est quelque chose qui... Tu peux parler de ce que tu as compris, tu peux vite faire une petite Oui, aparté. ma manière de le comprendre, en fait, c'est que, par exemple, c'est de le mettre à l'extérieur, en fait. C'est-à-dire, en fait, souvent, la confiance en soi ou l'estime de soi, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. En fait, pour mieux le comprendre, moi, je l'ai mis à l'extérieur de moi. Si, par exemple, je prends toi, France, j'ai confiance en toi. Si demain, je veux organiser un événement, par exemple, j'aurai confiance en toi pour que tu sois avec moi. Si demain, j'avais la promotion à faire de quelque chose, j'aurais confiance en toi pour faire la promotion correctement. Si demain, je te disais, est-ce que tu peux demain matin venir me chercher à 8 heures du matin pour m'amener à tel endroit, j'aurais confiance en toi pour ça, parce que j'ai confiance en tes capacités à faire les choses et à faire des choses complexes que, voilà. L'estime de soi, je t'estime parce que tu es une personne qui a de belles valeurs. J'aime ton humilité. J'aime ta capacité d'expliquer les choses. J'aime les valeurs que tu transportes, en fait, les valeurs humaines que tu as au fond de toi, les valeurs de cœur que tu as. J'aime ça, je t'estime pour ce que tu es, en fait. Et du coup, je me suis rendu compte que la confiance relevait plus du faire et que l'estime relevait plus de l'être, finalement. Et tu auras beau, en fait, ne pas savoir faire plein de choses, je t'aimerai, je t'estimerai toujours pour l'humaine que tu es exceptionnelle. Et c'est ce qui fait que la relation de cœur que l'on a, elle est liée à cette estime de toi. Et moi, du coup, si je le renvoie à moi, je me suis rendu compte, la confiance, ça va à peu près, mais l'estime, putain, compliqué, quoi. Tu vois? Et donc, du coup, c'est ça qui fait que, voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris l'estime de soi et la confiance en soi, l'amour de soi, l'image de soi. Pour moi, ça rejoint l'estime de soi. Amour et image de soi, ça revient plus là-dedans. Mais la confiance est un petit peu à part, en tout cas, dans ma compréhension des choses. Et j'en étais où? Pourquoi Tu en étais à justement l'estime de toi, tu estimais que tu valais même pas 1000 je euros. voulais même pas 1000 €, en fait, parce que, je sais pas, j'estimais que, comme j'ai toujours vécu dans un milieu, dans une famille où le travail c'était compliqué, où personne ne travaillait normalement dans ma famille. Ça veut dire quoi normalement? Normalement, c'était avoir un salarié, être salarié d'une entreprise et tout ça. Moi, par exemple, mes oncles, ils ont toujours fait des petits boulots, mais des petits boulots comme ça, payés au black, coup par coup et tout ça. J'avais personne trop dans ma famille qui était embauché. Ma mère est une chanteuse professionnelle, c'est un modèle complètement à part, qui est un modèle plutôt de baloche, plutôt de cachet, de tout ça. Donc c'est très différent. Mon grand-père était maçon, mais du coup, il était à son compte à l'époque, et puis il était retraité, surtout quand moi je l'ai connu, Donc, j'avais pas vraiment de modèle de quelqu'un qui se lève le matin pour aller au travail, et voilà. Et je savais aussi que dans ma famille, c'était beaucoup ça le problème. C'était ah oui, on veut faire plein de choses, mais est-ce que finalement, c'est pas plus la peur de nous exposer au non, de nous exposer à quelqu'un qui nous benchmark et qui nous dit attention. Là, t'es payé pour faire un travail. Et donc du coup, cette peur-là, c'était viscéral chez moi. J'avais très peur de ça. Et du coup, pour moi, je ne valais rien. Et pour éviter de m'exposer à ça, du coup, je disais aux gens, mais non, mais c'est gratuit. Ou c'est comme non, tu vois, je voulais pas en fait m'exposer en fait à ce que l'on me paye ou que l'on me rémunère, parce que ça voulait dire que j'allais devoir
devoir rendre des résultats par rapport à ça. Et ça me faisait bien trop peur. Ça me faisait bien trop peur tout ça. Donc, j'osais pas. En fait, j'osais pas y aller. Et puis, par la force des choses, en fait, je suis devenu commercial à la commission au début. Donc, j'ai jamais été embauché, en tout cas, enfin, au début, pas été embauché en fait dans une boîte. J'ai été embauché dans une boîte qui faisait du porte-à-porte. Donc, du coup, c'était bien parce qu'ils me payaient pas. Comme ils me payaient pas, en fait, je n'avais qu'à faire des résultats pour eux, sauf que j'avais pas les résultats parce que j'étais pas confiant dans ma capacité à vendre. Et donc, du coup, je l'ai appris par la suite. Et ça a été hyper complexe. C'est le jour où on m'a vraiment fait confiance et qu'on m'a donné un salaire. Genre, à l'époque, c'était 1500 € net là-dessus. Je me suis dit, putain, j'ai pas le droit de me tromper, là, tu vois. Et j'ai eu affaire à quelqu'un de relativement bienveillant qui m'a, alors au début, en porte-à-porte, il me respectait pas du tout. Après, j'ai eu affaire à quelqu'un de profondément bienveillant qui était axé résultat et qui avait besoin de résultats, mais qui avait compris qu'il fallait me former, qu'il fallait me laisser le temps. Tout ça qui a fait que j'ai appris à vendre avec lui et à bien vendre avec lui, beaucoup plus qu'à l'école, en vrai. Et là, du coup, je me suis dit, finalement, je mérite peut-être un petit salaire, quoi, tout ça. Et là, il se trouve que Isabelle, je crois que tu la connais, qui était mon ex-petite amie, a eu son accident de voiture, qui l'a rendu tétraplégique. Et donc, du coup, ça m'a complètement flingué dans mon ascension. Du coup, je suis resté très proche d'elle. Et après, par la suite, j'ai reconstruit ma vie, autour de... Pareil, tu vois, c'est la claque d'Isa qui a fait que, allez, maintenant, parce que je faisais de la musique aussi, je faisais les deux. Je faisais et de la musique, et je faisais ça. Je n'arrivais pas à choisir entre les deux. Quand Isa, elle a eu son accident, j'ai dit, OK, là, je me focalise sur le boulot. Je peux plus niaiser, comme diraient les Québécois. Maintenant, j'y vais à fond. Et du coup, je suis allé dans le boulot. Je me suis mis à trouver un job, un petit job comme ça. Voilà, mais pareil, c'est de l'adversité. À chaque fois, toujours, j'ai eu une réponse à l'adversité qui était à chaque fois très, très forte. Et puis, une fois que j'ai répondu à cette adversité-là, que j'ai trouvé un job, qu'on m'a payé, après, j'ai été débauché. Parce que des gens m'ont vu faire et m'ont trouvé talentueux. Et du coup, j'ai été débauché. Puis de débauche en débauche, ce qui est drôle, parce que le mot a un double sens. À un moment donné, en fait, je me suis dit, je suis devenu directeur commercial. Du coup, j'ai eu plus de certitude, j'ai managé des gens alors que j'étais tout jeune. J'ai toujours eu très peur. Mais comme la peur, ça faisait toujours partie de moi, du coup, chaque fois, je me suis défié. Et à un moment donné, je suis resté 4 ans directeur commercial. J'ai voulu, à un moment donné, me dire, allez, il faut que tu te lances. Mais sauf que je passais jamais à l'action parce que j'avais un super salaire et que je me disais, est-ce que tu es capable de te lancer? Et puis j'avais la croyance que dans ma famille, personne n'avait jamais réussi, que j'allais reproduire quelqu'un qui avait un bon poste et qui finalement fout tout en l'air parce que il pense que il peut arriver à mieux. Sécurise ton 10 000 € par mois, ton 10-15 000 € par mois, et comme ça, ce qui est déjà un très très beau salaire. Et puis voilà. Et puis, il a fallu que je me casse la jambe, pour que je suis obligé de faire un stop, que j'ai mon syndrome de l'indispensabilité qui disparaisse en me disant la boîte va pas tourner si je suis pas là. Voilà. La boîte tourne très bien si je suis là, si je suis pas là. OK. Et puis de me dire qu'est-ce que tu veux vraiment faire, Yannick? Et c'est là que je me suis posé la question, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce qui te rend unique? Et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'être dans le spectacle, dans le show, j'ai envie de faire de la conférence, j'ai envie de faire du développement personnel, j'ai envie de... Et tout ça a émergé. Je me suis dit, je me disais, je suis trop vieux. J'avais 30 ans, tu vois, peut-être 28 ans. Je suis trop vieux pour faire ça parce que je me suis jamais formé au coaching. Il y en a qui sont plus formés. Et puis, je me suis rappelé la phrase, écoute, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et du coup, j'ai commencé à mener des actions, à me former, à me lancer comme entrepreneur. Au début, j'ai un peu galéré. Je comprenais pas comment ça fonctionnait. Puis voilà. Et puis, à force de formation en formation, au bout d'un moment, j'ai fait des connexions, j'ai rencontré les bonnes personnes. J'ai senti que j'étais davantage à ma place dans ce milieu-là. Ça m'a beaucoup plu. Je suis passé à l'action. J'ai à chaque fois défié mes peurs. Et voilà comment je suis là où j'en suis. J'ai rencontré David à un séminaire. Il n'était pas connu autant qu'il l'est maintenant, David Lefrançois. Je parle de David Lefrançois. Je trouvais quand j'ai voulu me lancer et lancer la Neurobusiness School, j'estimais que j'étais pas capable parce que je voulais lancer le premier programme de développement business qui mêle développement business et développement personnel. Je voulais vraiment lancer ça, sauf que je voulais le meilleur et j'ai toujours eu cette notion d'excellence, de vouloir m'excellentiser, de vouloir
voilà, de vouloir voilà, à un moment donné, je me suis dit, j'en ai marre de jouer petit. Je veux jouer grand. Parce que je suis comme ça. Encore une fois, je suis comme ça. C'est pas parce que je suis comme ça qu'il faut que tout le monde soit comme ça. Mais moi, en tout cas, mon âme, mon cœur m'appelait à faire des choses grandes, à faire de la scène, à faire des choses très grandes et d'ampleur. Et j'avais honte de ça. Parce que je trouvais que c'était pas être à ma place. Et à un moment donné, je me suis dit, pourquoi je m'autoriserais pas le meilleur pour moi aussi? Pourquoi je m'autoriserais pas à être fier de ce que je veux rendre? Tu sais, dans notre milieu, on était très dans le passe à l'action, après c'est verra. Si c'est nul, c'est pas grave. Et en fait, il y en avait mal d'être dans ce culte de la médiocrité. Tu sais, qui fait passe à l'action, mais ce que tu fais, t'en es pas fier. Et moi, je faisais ça. Et je gagnais, j'avais quelques petits résultats, hein, mais ça me plaisait plus. Et je me dis, non, j'ai envie de faire un truc qui me, tu sais, qui me transporte, quoi. Et du coup, est-ce que tu sais, il y a cette phrase que je dis souvent que j'aime beaucoup, c'est ne te demande pas si tu es digne de tes rêves, mais demande-toi plutôt si tes rêves sont dignes de ta vie. Et en fait, se dire, mais c'est vrai, viens, je rêve grand, viens, j'y vais à fond. Et puis, bah voilà, ça m'a amené à me dire, bon, le problème c'est que tu rêves grand, mais t'estimes que tu n'es pas capable. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et là, je me suis dit, bah écoute, si toi t'es pas capable, peut-être que ton rêve, peut-être que d'autres personnes peuvent le partager, peut-être que d'autres personnes qui sont peut-être plus compétentes que toi dans certains domaines ou que tu estimes plus compétentes que toi dans un certain domaine peuvent aller. Et je me suis dit, c'est qui le top du développement personnel en France? Et il se trouve que j'avais pas forcément trouvé et découvert, mais quand j'ai découvert David, je me suis dit, putain, mais il est génial ce mec. On s'est rencontrés, on s'est aimés, on se connaissait. Je me suis dit, putain, mais c'est lui. En plus, je le connais, on s'aime, on se respecte. Viens, on le fait ensemble. Et c'est comme ça qu'après, je suis allé voir David, j'ai dit, viens, on monte la NBS. Et c'est là que tu t'es dit, j'ai un grand rêve et si on rêvait à deux? Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est complètement ça. Je me suis jamais fait la réflexion comme ça, mais t'as raison. Et puis, il y a un bout de nos rêves qui s'est retrouvé dans la NBS. Puis David vit aussi son rêve de son côté avec la NBS dedans. Et moi, je vis mon rêve de mon côté avec la NBS dedans. Et on se retrouve là-dessus, sur nos valeurs, sur notre envie, sur nos intentions par rapport aux gens. Et sur ce qu'on voulait faire, qui n'existait pas. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, voilà, n'ont pas compris quand ils nous ont vus arriver. Ils ont dit, mais vous êtes sortis de nulle part. Bah oui, mais voilà, on avait envie. On avait envie et c'était... C'est intéressant, on avait envie. Ouais. L'envie, elle vient du cœur, elle vient pas de la tête. Non, Elle vient voilà. vraiment, elle émane de l'intérieur, de ses tripes, de son cœur, de son intuition, de Vraiment. son instinct. C'est là que ça vient. Et des fois, on a une surhumilité. Tu vois, une surhumilité, en fait, qui nous freine. Et qui nous dit, oh non, mais tu sais, attention. Alors qu'en fait, t'as envie de grandes choses, t'as envie de... Si vraiment, au fond de toi, c'est ce qui résonne, c'est parce que c'est ce qui résonnait pour moi. Mais encore une fois, ma boîte est toute petite par rapport à plein d'autres. Donc, en fait, il y a des gens qui rêvent beaucoup plus grand que moi, mais c'est pas grave. Mon rêve, il me va bien. Et je me laisse le temps de le transformer, de le faire grandir. Mais en tout cas, pour l'instant, il est bien, mon rêve. Je le trouve chouette. Et j'en ai plein d'autres. Une machine à rêve. Mais ça, c'est important de pouvoir rêver. Parce Ouais, qu'au final, quand tu réalises un rêve, ben, c'est pas le rêve en tant que tel, c'est pas que la concrétisation, c'est tout le chemin que tu vis pour réaliser ce rêve-là qui importe aussi. ouais, J'ai une question par contre, pour faire un petit retour en arrière par rapport à ton expérience. Dans mes clients, il y en a souvent, ce qui revient, c'est oui, mais comment ça va se passer si j'ai pas les moyens, si tu parlais, tu avais un salaire de 10-15 000 euros par mois. Comment tu as réussi à quand même te dire à un moment donné, ok, je lâche la sécurité parce que il y a quelque chose d'autre qui m'appelle. Ça a été quoi ouais. ton Euh, step, les inconforts que tu as vécu? C'était le fait de me casser la jambe. Ça a été vraiment un déclic de me dire, ça y est, je peux plus Oui, être dans ce poste-là maintenant. Tu sais que tu as toujours voulu devenir entrepreneur, même si tu t'es planté une fois. Vas-y, c'est pas grave. Fonce et tu verras ce que la vie te réserve. Donc ça, je pense que j'ai nourri cette croyance-là. Je faisais beaucoup moins de développement personnel à l'époque, mais j'en ai faisais quand même. Et puis, il y a eu, euh, je crois, dans ce step-là, le fait de me dire, allez, je suis directeur commercial, j'ai une sécurité, tout ça, le fait de me dire que quand même, en France, on a quand même la chance aussi d'avoir du chômage, tu vois, de pouvoir recommencer. En fait, on a quand même la chance de tenter une belle pièce. Je trouve qu'on est dans un beau pays, on le critique beaucoup, mais en tout cas pour ses sécurités, c'est un très beau pays. Et du coup, la France m'a permis ça parce que j'ai touché du chômage pendant que je me suis lancé au début. Même si je l'ai pas touché longtemps, ça m'a aidé à me sécuriser. Et tu sais, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui te permet d'avoir l'impression que tu as un billet de 1 million d'euros dans la poche? Tu connais cette histoire que je raconte relativement souvent du monsieur qui pleure à Central Park? Raconte-la, je ne me souviens plus. Oh, bah, elle est très courte de toute façon, hein. Donc c'est l'histoire
d'un monsieur qui est à Central Park et qui est sur un banc de Central Park et qui pleure en fait à chaudes larmes. Et il y a un vieux monsieur qui passe à côté, qui est plein de sagesse et qui dit ben, mon bon monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Que vous arrive-t-il? Est-ce que je peux vous aider? Ne fût-ce qu'en apportant une oreille attentive à ce que vous avez. Et le monsieur était gêné quand même et il se dit ben, en effet, je vais m'épancher. Et le monsieur explique, il dit, le monsieur qui pleure dit ben, écoutez, je suis en train de perdre mon entreprise que j'ai mis des années à construire. J'ai fait des mauvais choix, des mauvaises stratégies, et du coup je vois pas comment en fait est-ce que je peux ne pas aller dans le mur avec ce que j'ai pris. Et puis comme j'ai délaissé mon entreprise, enfin j'ai beaucoup mis l'attention sur mon entreprise, j'ai délaissé ma femme et ma femme me demande le divorce. Donc en fait je suis en train de divorcer et donc du coup ma vie se délite complètement. Tout ce que j'ai construit depuis toutes ces années, mon style de vie, mon cadre de vie, tout ça va disparaître et je me sens incroyablement voilà, détruit par rapport à ça et c'est voilà, j'ai juste envie même presque d'en finir quoi. Et le vieux monsieur en fait le regarde avec beaucoup de sagesse. Il dit vous savez monsieur, je crois pas que vous soyez un mauvais mari, je crois pas que vous soyez un mauvais entrepreneur. Il dit vous avez peut-être de la chance. Il dit parce que il se trouve que je suis un vieux monsieur, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie et votre cas me touche particulièrement. Et je le dis pas à tout le monde, mais je suis un héritier en fait de la famille Rockefeller, qui est une famille mondialement connue, voilà, très très riche. Sa famille, une famille milliardaire. Et il dit j'attends pas grand chose de la vie, mais ce que j'aime c'est rendre service aux gens. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un chèque d'1 million de dollars là, maintenant. Et la seule chose que je vous demande, on va se serrer la main. Et dans 1 an, tout pile, on va se retrouver sur ce même banc. Et ce que je vous demande, c'est de me rendre ce chèque de 1 million de dollars. On travaille à la confiance. Et là, donc, il y a le monsieur qui sèche ses larmes, qui dit, mais c'est la réponse à toutes mes prières. Je dis, vraiment, c'est tout ce qu'il me fallait pour redresser ma boîte et tout ça. Il dit, je vous promets que dans 1 an, je serai là et je vous rendrai ce chèque de 1 million de dollars. Et ce monsieur, en fait, décide de ne pas encaisser ce chèque. Il décide de le replier, de le mettre dans sa poche et de ne l'encaisserai que si vraiment je suis vraiment au bout du rouleau. Et il n'encaisse pas le chèque et 1 an après, son entreprise n'a jamais été aussi prospère parce qu'il fait les bons choix et son couple n'a jamais été aussi fort et uni. Et il se retrouve évidemment sur ce banc avec ce chèque qu'il n'a même pas encaissé pour retrouver ce monsieur qui a changé sa vie et lui dire à quel point l'acte de générosité de cet homme avait profondément changé sa vie. Et il le cherche, il ne le trouve pas sur le banc. Il ne le trouve pas, il ne le trouve pas. Et à un moment donné, il cherche toute la journée, il tombe sur un groupe d'infirmiers. Et ce groupe d'infirmiers, il explique son histoire. Il dit, il y a un vieux monsieur qui était venu, et puis il y a une infirmière qui dit, mon Dieu, j'espère que vous ne parlez pas de monsieur Rockefeller quand vous parlez de ça. Et le monsieur la regarde inquiet en disant, ben, si, bien sûr, je parle de lui. Et la dame, elle dit, je suis profondément désolée si ce monsieur vous a importuné. C'est un monsieur qui est sénile, qui est chez nous, qui n'a jamais été Rockefeller de sa vie, en fait, et qui se fait passer pour un Rockefeller. Et j'espère qu'il vous a pas importuné. Et donc, évidemment, moi, j'aurais encaissé le chèque, personnellement. Je me serais vite rendu compte de la supercherie. Mais je trouve que la morale de cette histoire est intéressante de savoir quel est votre chèque de 1 million de dollars dans votre poche. Moi, le chèque de 1 million de dollars dans ma poche, c'est de connaître un David Lefrançois, c'est de connaître une France, c'est de connaître des personnes dans mon entourage qui sont incroyables, c'est de faire confiance aussi au savoir que j'ai, au savoir-faire que j'ai, au savoir-être que j'ai, aux certitudes que je peux avoir sur ma capacité à rebondir, à retrouver un autre job si demain tout devait s'effondrer. Et ça, le fait d'avoir cette certitude-là, ce chèque, c'est ça mon chèque de 1 million de dollars. Et c'est bien plus puissant qu'un chèque de 1 million de dollars. C'est que je sais que, quoi qu'il arrive, mon tissu relationnel, mon savoir, ma certitude sur mes connaissances, parce que je me forme tout le temps, développe chez moi des certitudes qui font que ça peut me permettre, quand j'ai une entreprise, de prendre des risques qui pourraient peut-être paraître inconsidérés pour plein de personnes, mais moi de me dire, tu sais quoi, même si je perds tout matériellement, je suis capable de reconstruire. Donc j'ai pas de problème avec ça. Et c'est quelque chose que je comprenais pas quand les anciens me le disaient. Les anciens me disaient, vas-y, prends le risque. Ou je les voyais prendre des risques, je me disais, mais comment tu peux faire ça? Tu pourrais tout perdre. C'est pas grave, je sais que ils avaient la certitude qu'ils étaient capables de refaire, de se refaire, en fait. Et ça, je crois que c'est ce qu'on doit développer, en fait. Et je crois que, tu vois, pour répondre à ta question, pardon, ma réponse était très longue, mais pour répondre à ta question sur le côté, comment t'as fait pour de 15 000 passer à ça, c'est que je me suis armé de me dire, finalement, je recommencerai.
Et finalement, est-ce que plus tard, sur mon lit de mort, je préférerais avoir des regrets, de me dire j'aurais dû le faire, ou est-ce que je serais content d'avoir vécu cette aventure-là dans ma vie? Je pense que ça, c'est un trigger de tous les entrepreneurs. Est-ce que sur mon lit de mort, j'aurais des regrets? Je crois que j'ai pas un seul intervenant qui m'a pas parlé de cette phrase-là. Ouais, c'est le livre de Brené Brown, mais non, pas de Brené Brown, il est le livre de Les regrets des mourants. Ouais, je crois que c'est. Bon, moi, je sais plus. Mais, en tout cas, enfin, moi aussi, c'est un de mes triggers de me dire j'ai envie de pouvoir, au dernier jour de ma vie, pouvoir regarder en arrière et être fière de ce que j'ai accompli, plutôt que d'avoir les regrets de ce qu'on n'a pas accompli. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que tu partages, c'est que quand on recommence, si mère, mon père, tout, on ne saurait jamais tout perdre parce qu'on a acquis des talents, des compétences, des savoirs, un entourage qui fait qu'on rebondit plus vite, en fait. Bien sûr. On est juste entraîné. Ouais, c'est la fameuse phrase, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, mais je perds jamais, en fait, en réalité. C'est Bronnie Ware, l'auteur du livre Les regrets des mourants, si ça vous intéresse. Merci. Parce que Brené Brown, c'est l'art de la vulnérabilité. C'est ça, c'est le pouvoir de la vulnérabilité. Ouais. Oui. Ça, je me suis dit, attends, t'es en train de dire une connerie, c'est Bronnie Ware. C'est presque pareil, mais c'est pas pareil. Voilà. Donc, voilà, donc c'est ça, quoi. C'est magique tout ce que tu partages là, parce que finalement, on passe tous à des niveaux différents. Moi, je suis pas au même niveau que toi. Néanmoins, on passe tous par pas les mêmes étapes, mais le même style d'étapes qui nous permettent de rebondir. Et donc, du coup, toi, ça a été vraiment, comme tu dis, c'est les gifles, c'est l'accident d'Isabelle, c'est ta jambe cassée. Ouais. Et on n'est pas obligé d'être là-dedans tout le temps. Hein. Voilà, on n'est pas obligé. Oui, mais bon, il y en a. Moi aussi, je suis une adepte aux baffes. Hein. C'est souvent les baffes qui font qu'à un moment donné, je réoriente à chaque fois. Et puis, c'est cette faculté de pouvoir se dire, allez, on se jette dans le vide, mais le vide, finalement, ça nous apprend juste aussi à planer, en fait. Et c'est là que tu rejoins quelque chose qui est très intéressant, c'est que très souvent, moi, dans ces situations qui me sont arrivées, que la vie m'a mis dans la face, en fait, en me disant, tiens, tu vas prendre une... Parce que la vie, elle ne rigole pas. Quand elle te met une baffe, elle te met pas une petite baffe. Elle te met une grosse baffe si tu comprends pas. Et ce qu'il y a de magique dans ce que tu expliques, c'est que ce dont tu parles, toi, en réalité, parce que je connais très peu de personnes qui ne savent pas faire preuve de courage. Je veux dire, j'ai vécu dans le handicap pendant longtemps, pendant 12 années. Quand Maïsa est devenue tétraplégique, je veux dire, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble, on a vécu 16 ans ensemble et 12 ans avec le handicap. Elle a fait preuve de courage et je connais très peu de personnes qui ne savent pas dans ce milieu-là même, qui n'ont pas su à un moment donné faire preuve de courage. Tout le monde a ça en soi. Maintenant, on a aussi la possibilité de faire preuve, comme tu le dis là, et comme ce que tu décris, de faire preuve d'audace. Parce que l'audace et le courage, c'est quoi la différence? Le courage, il t'arrive quelque chose, tu dois faire preuve de répondre à l'adversité et travailler sur le courage. Et tu sais, c'est la phrase de Churchill, si tu traverses l'enfer, ne t'arrête pas. Tu te débats et tu y arrives. L'audace, c'est ta capacité à te mettre toi-même dans une situation inconfortable, qui fait que tu vas devoir faire preuve de courage. Mais au moins, tu le contrôles. Et tu grandis de manière beaucoup plus contrôlée. Au moins, tu prends pas une grosse claque de maladie, de machin, de trucs. Non, non. Tu prends une claque. Tu te mets des petites claques qui te permettent d'avancer petit à petit. Et tu avances aussi bien, et voire mieux et plus haut en faisant ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que la journée de l'audace, ça existait aussi. C'était le sens de tout ça. D'ailleurs, en parlant de la journée de l'audace, ça me fait penser à c'est David Lefrançois d'ailleurs qui m'avait expliqué ça par rapport au trac. Parce que justement, dans l'audace, il y a la notion aussi de trac qu'on peut avoir, le trac d'être devant un auditoire ou que ce soit, on est en période d'examen pour certains, mais pour les étudiants, mais autrement même sur scène. J'imagine que toi, toujours maintenant, il y a quand même une forme de trac quand tu montes, la première fois que tu montes sur scène devant un nouveau live. Et en fait, il expliquait que le trac, c'était vraiment un mécanisme physiologique qui nous permettait d'avoir une posture beaucoup plus affirmée, plus certaine, d'avoir la voix qui porte, une posture aussi avec une tête plus haute, la voix qui porte du coup beaucoup plus, et le sang qui afflue beaucoup plus rapidement. Et quand tu décortiques le mécanisme, en fait, tu n'as plus peur d'avoir le trac. Ça fait partie de l'élément. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment, vraiment ça. Et le trac, je dirais que c'est même un ami, en fait, finalement, dans ces moments-là. Moi, je suis un grand traqueux, j'ai peur. Mais à la fois aussi, le trac démontre à quel point on a envie de bien faire aussi. Et c'est important aussi de se dire, tiens, j'ai envie de bien faire aussi. Alors, ça dépend. Est-ce que tu veux bien faire pour qu'on te
pour briller davantage et pour éblouir, ou est-ce que tu veux bien faire pour apporter aux gens? Est-ce que c'est un peu des deux peut-être? Pourquoi pas? Peu importe, mais en tout cas, ça te donne envie de donner le meilleur de toi. Et ça, c'est ça qui est cool, ça te permet de pas basculer dans le culte de la médiocrité dont on parlait tout à l'heure. Et à la fois, si tu as trop le trac et que tu es trop dans le culte de la perfection, tu es paralysé. Donc en fait, c'est comme, d'un côté, tu as le culte de la médiocrité, d'un côté, tu as la paralysie liée à au perfectionnisme. C'est comment est-ce que tu trouves un sweet spot? Mais le sweet spot, de toute manière, pour moi, il va avec du trac. Parce que sinon, tu es dans le je m'en foutisme. Oui, et moi, ça vient toujours à si t'as peur, fais-le. Parce que c'est juste apprivoiser en fait ces sensations-là. Et je te le disais avant de commencer l'interview, ah, j'ai le trac, j'ai la pétoche. Alors que c'était loin d'être ma première interview, mais j'ai toujours le même trac, peu importe qui j'ai devant moi. Parce que tout comme toi, on a envie de partager, de pouvoir donner, d'éclairer les personnes. Et moi, je me lance toujours dans le vide parce que je ne sais pas ce qui va sortir de l'interview. Et finalement, ce track, souvent, il est très porteur pour les autres, que j'ai ce petit moment de track qui me dit, allez, hop, on y va, on se lance. Ouais, et il est salvateur. Puis on sent que c'est un track qui ne te paralyse pas. Donc voilà, et puis t'assures toujours. Donc c'est cool. J'assure pas toujours, mais j'envoie les vidéos telles quelles parce que sort ce qui devait sortir. Mais c'est ça. Parce que aussi, je crois aussi que tu as développé aussi un rapport à la vie et à la spiritualité et à tout ça, qui fait que quelqu'un qui, par exemple, ne développe pas sa spiritualité du tout, il doit uniquement compter sur ce qu'il comprend des choses. Et des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Quand tu développes une certaine spiritualité et que tu développes la certitude que tu es aidé, que tu es guidé, que tout est épreuve, que cette épreuve elle est là pour te faire grandir, que tout démontre ça, bah, tu te dis, l'enjeu il descend beaucoup plus en fait. Mais c'est clair, moi je me lève le matin en me disant que je suis aimée par la vie et que de toute façon, dans ma journée, je ne vais que grandir. Donc, Tu te rends compte de la croyance ressource que c'est? ah oui, mais c'est clair. Pourtant, pour moi, c'est une forme c'est de la foi en fait. C'est pas la foi en Dieu, c'est la foi en quelque chose de plus grand. Ouais, ouais. C'est ça. C'est juste quelque chose de plus grand. Ça peut être, encore une fois, la religion est un système, la foi est quelque chose de beaucoup plus intérieur. Et quand on fait confiance en la vie, moi c'est vrai, je ris beaucoup de personnes en fait qui disent oh moi je suis complètement athée, je crois en rien et tout ça, mais ces personnes-là vont quand même malgré tout en fait pas passer sous une échelle, ou alors vont réfléchir à deux fois avant de casser le D'ailleurs, on se miroir. rend compte que dans les plus grandes difficultés de leur vie, même celles qui ne croient en rien font quand même toujours appel à Dieu. Mais oui, ils disent toujours mon Dieu, mon machin, donc c'est voilà, il y a tout un processus voilà là-dedans et je crois qu'en tout cas de plus en plus de personnes s'ouvrent à la spiritualité, à tout ça. Et je crois que pour moi, il faut tenir compte du fait que plus tu développes ta spiritualité, plus tu développes ta confiance en la vie Ta et la confiance certitude d'une certaine manière en fait. oui, ouais, la confiance Parce en la que vie. C'est de moi, je suis pas toujours certaine dans ce que je vais réaliser, dans ce que je vais faire, mais vu que je suis certaine que ce qui va arriver est ce qui est juste pour moi, bah, j'ai plus peur en fait. Enfin, la peur n'est plus la même en fait. complètement, complètement. Et c'est tellement aussi plus enrichissant et grisant et ça te donne envie de prendre plus de risques et c'est chouette. Ça te permet d'avancer encore plus. Tout à Je fait. trouve ça magique, moi. Si tu avais une lecture à proposer, ah bah non, on va pas te faire une lecture à proposer. Ah, mais j'en aurais qui ne sont pas ce livre. Ben, je vais quand même parler de ce livre. Parce que moi, il y a plein de ressources. Ce livre, c'est pas juste un livre de développement personnel, c'est pas juste un livre sur la réussite. Il y a toute ton histoire dedans, il y a tes apprentissages, il y a des exercices, il y en a un qui m'a beaucoup marqué au tout début sur c'est quoi la réussite pour toi avec les autres, toi avec le monde, pour remettre de l'humilité dans c'est quoi la réussite. Je n'ai pas fini le livre, hein, mais et là je me suis dit c'est énorme ce livre. Il y en a plein d'autres, c'est très sympa après. Oui, mais d'abord je finis mon explication sur celui-là. Les gentils aussi méritent de réussir. Oui, je veux dire des exercices dans Ah le oui, livre. oui, mais ça je n'en doute pas, mais mine de rien, quand tu prends le temps de bien faire l'exercice, bien à ma sauce évidemment, avec mes réponses, de me poser, de mettre une musique douce et de me laisser porter par mon cœur, il arrive
émane des surprises, en fait. De la magie, ouais, Oui, j'adore. vraiment. Donc voilà, un livre que je vous conseille vivement. Les gentils aussi méritent de réussir. Euh, un deuxième C'est livre, une du grande coup. fierté, ouais. C'est une grande fierté, ce livre-là, parce que c'est vrai que les gens me disent qu'il leur fait du bien, en fait. Ils me disent, ouais, ça m'a fait du bien. J'étais bien, en fait. C'est comme si j'étais chez toi, en fait, et qu'est-ce que c'est agréable chez toi. Et du coup, c'était vraiment sympa. Il y avait cette notion d'ouverture, effectivement, d'humilité qui ressort beaucoup dans le livre. Donc, merci pour ça, ma France. Et après, moi, il y a plein de livres que je pourrais vous conseiller. Euh, Pense si- que les personnes qui nous écoutent sont principalement des personnes qui sont pas encore lancées ou sont lancées mais sont vraiment au début. Moi, il y a plein de livres qui ont changé ma vie. Il y a Le nom, c'est bon de Richard Fenton, qui m'a beaucoup aidé à appréhender les noms et à apprendre, voilà, au contraire, en fait, aller chercher les noms pour avancer. Parce que souvent, on a trop peur, en fait, de ce qu'émotionnellement, pour nous, ça représente le nom, le Le rejet. rejet. Tout ça. Donc c'est très intéressant. En tout cas, c'est un livre que j'ai trouvé génial, qui est en plus sous forme d'histoire. Donc je trouve ça chouette, j'aime ça. Après, il y a La maîtrise de la persuasion. Oui, certes, c'est moi qui le préface, mais c'est quand même un livre qui est écrit par Napoléon Hill. Donc même si vous n'aimez pas la préface que j'ai faite, vous pouvez adorer en fait ce livre-là, qui est une tuerie. Pour moi, il est incroyable ce livre. Il y a aussi deux grands fondamentaux, c'est les deux premiers que j'ai lus. Un sur le relationnel qui s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui m'a beaucoup aidé, dont je parle beaucoup. Il y a aussi le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez, devenez riche, qui te fait vraiment une introduction au développement personnel et à la loi d'attraction et la spiritualité. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Un livre qui a transformé aussi ma vie aussi, c'est le livre La magie de Rhonda Byrne, qui peut vous surprendre parce que tu te dis, c'est la nana du succès, le film Le Secret, pardon, et tu te dis, ouais, c'est hyper marketing, c'est hyper machin, c'est tout, mais je peux vous dire que ce livre-là, j'étais un homme avant de le lire, j'ai été un homme après. Voilà, c'est un livre qui en fait est sur la gratitude, qui s'appelle La magie. Et en fait, en réalité, c'est pas un livre, c'est un coaching de 28 jours. Et tu as 8 fois, pardon, t'as 28 petits chapitres à lire, un par jour, ça te prend 5 minutes à lire, et tu as un petit exercice à chaque chapitre. Et moi, ça a changé ma vie, vraiment. Le rapport à la gratitude. Après, il y en a tellement. Ici, on s'arrêtait là parce qu'autrement, tu vas nous perdre tous. Hein. Ouais. Tu as une bibliothèque Excuse-moi. remplie, puis tu adores lire aussi. Oui, j'aime beaucoup lire. Je lis pas encore assez pour moi, mais j'adore. Ouais, j'adore. Super, en tout cas, un tout grand merci pour tout ce que tu viens de nous partager. C'était Merci à toi. Merci pour ton invitation. intense et c'était vraiment complet. Puis j'aime beaucoup toujours ton sourire, le côté rayonnant et ultra généreux. J'ai plein d'interviews où je dois poser beaucoup de questions pour aller chercher. Là, en fait, j'ai pu me taire parce que mais non, mais tu te dévoiles et tu partages avec tellement d'authenticité et de spontanéité que je n'avais rien à dire, en fait, parce que je ne trouvais rien à dire. Donc, merci à toi pour cette générosité. J'ai passé un super moment avec toi. Merci beaucoup. Eh bien, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview. À bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Encore. Et merci ma France.